Au Moyen Âge, le boucher faisait partie des personnages indispensables, mais quelque peu négligés des villes et des villages. Il assurait un approvisionnement régulier en viande pour les habitants, des seigneurs les plus riches jusqu'aux simples bourgeois, et fournissait en même temps des matières premières précieuses à d'autres artisans, comme les tanneurs, les chandeliers ou les savonniers. Cependant, son travail quotidien n'était décidément pas pour les âmes sensibles. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quel point le métier de boucher était exigeant et rude à une époque où l'hygiène était balbutiante, les outils primitifs, et la société regardait les bouchers à la fois avec respect et préjugés. Posons-nous la question, à quel point la vie du boucher médiéval était-elle dure? Dans un instant, nous révélerons des fragments de la vie de ces maîtres de la viande, qui devaient faire face chaque jour au sang, à l'odeur et à la peine dans des conditions que nous aurions aujourd'hui peine à imaginer. Pour commencer, précisons quel rôle jouaient les bouchers au Moyen Âge, et comment ils étaient perçus. Le boucher n'était pas seulement un homme au tablier ensanglanté, mais un fournisseur essentiel de nourriture nourrissante et de matières premières. La viande était, dans l'Europe médiévale, une denrée recherchée, mais assez luxueuse. Les pauvres s'en régalaient rarement, tandis que les nobles et les bourgeois aisés se voyaient servir les meilleures pièces. Les bouchers bénéficiaient donc souvent de la faveur des clients riches. Les chroniques urbaines rapportent même que de nombreux maîtres bouchers attiraient la clientèle aisée en leur offrant, sous le comptoir, les morceaux de viande les plus fins et les plus rares, non accessibles aux passants ordinaires. Ce faisant, ils s'assuraient une clientèle régulière et parfois la protection de personnes influentes. Étonnamment, les bouchers étaient considérés comme des artisans très estimés dans certaines villes. Par exemple, des archives d'Europe centrale mentionnent que lors des défilés protocolaires, les bouchers marchaient juste derrière les membres du conseil municipal, même devant les corporations d'orfèvres, d'armuriers et d'autres professions. C'est dire à quel point ils étaient estimés dans la hiérarchie des métiers. La raison en était probablement qu'ils apportèrent à la cité quelque chose d'aussi vital que la subsistance, tout en commerçant avec des sous-produits précieux. De chaque animal abattu, on utilisait presque tout. La peau était traitée par les tanneurs et les cordonniers pour la fabrication de chaussures et de ceintures. Cornes et os servaient à d'autres artisans pour faire boutons, peignes ou colles, la graisse, le suif, alimentaient les chandeliers et les savonniers pour fabriquer des bougies ou des savons. Le boucher se trouvait donc au centre d'un réseau de différents secteurs et était essentiel à l'économie urbaine. En tant que métier distinct, la boucherie apparaît dans les pays tchèques autour du XIIIe siècle. Avec le développement des villes et l'augmentation de la population, la demande en viande et en services de boucherie augmentait aussi. Au XIVe siècle, on trouvait, par exemple à Prague, plus d'une centaine de maîtres bouchers, et même les plus petites villes royales avaient généralement 2 à 5 dizaines de bouchers. À la fin du Moyen Âge, le boucher était devenu une évidence dans chaque ville, tout comme le boulanger. Pourtant, aux temps anciens, l'abattage des animaux n'était rien de spécialisé. Dans les campagnes, les paysans tuaient souvent eux-mêmes leur bétail. C'est seulement avec le développement des villes qu'est né le métier spécialisé de boucher, assorti d'un certain prestige et de règles précises. D'un côté donc, les citadins avaient besoin des bouchers et les estimaient, mais d'un autre côté, ces derniers faisaient littéralement le sale boulot. Ils étaient chaque jour couverts de sang, et c'est souvent eux qui apportèrent dans la ville les odeurs et saletés des abattoirs. La société éprouvait donc un certain malaise à leur égard. Elle appréciait leurs services, mais se détournait du milieu dans lequel ils gravitaient. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les bouchers sont devenus, grâce à leurs compétences, des maîtres respectés, mais aussi quels préjugés et quelles facettes sombres accompagnaient cette profession. Tout à l'heure, nous révélerons le parcours qu'un individu devait suivre pour être appelé maître boucher, et quelles règles strictes la profession s'était fixées. Mais comment une personne ordinaire devenait-elle boucher? Il ne suffisait pas de savoir tuer un cochon lors d'un abattage paysan, il y avait en ville des règles strictes de corporation.
Au sommet du Moyen Âge, les bouchers commencèrent à se regrouper en corporations, organisations médiévales, regroupant les artisans pour défendre leurs intérêts, fixer des standards de qualité et réguler la concurrence. Les premières mentions de confréries de bouchers apparaissent autour du XIIe siècle, et les corporations officielles se forment au XIIIe siècle à travers l'Europe. En Angleterre, par exemple, la corporation des bouchers fut fondée en 1272 et des villes tchèques aussi possèdent des archives sur des maîtres de corporation à la fin du XIIIe siècle. La corporation déterminait qui avait le droit d'exploiter une boucherie, à quelles conditions et comment il fallait exercer ce métier. Le candidat devait suivre une longue formation. Il commençait d'abord comme apprenti chez un maître. Les années d'apprentissage étaient pénibles et exigeaient une observation attentive. Le tout jeune apprenti commençait par les tâches les plus ingrates, comme nettoyer les outils, vider les seaux de sang et de déchets, ou balayer la boucherie après une journée de vente. Peu à peu, il apprenait des maîtres et des compagnons plus expérimentés différentes compétences. Comment abattre correctement, c'est-à-dire tuer, une bête, éviscérer les entrailles, dépouiller la peau et découper l'animal en parties désirées. Il apprenait aussi à reconnaître la qualité de la viande, afin d'offrir au client le meilleur, et acquérait les bases de l'hygiène, selon les conceptions de l'époque. Par exemple, qu'il fallait maintenir la boutique aussi propre que possible, et protéger la viande contre l'altération, ce qui dans la pratique signifiait surtout le froid et le sel. Après plusieurs années d'apprentissage, souvent de nombreuses années de pratique intense, l'apprenti pouvait devenir compagnon, c'est-à-dire boucher avancé, travaillant pour le maître moyennant un salaire. Le compagnon pouvait déjà abattre lui-même les bêtes et servir les clients, mais toujours sous la supervision du maître et dans son atelier. Ce n'est que lorsqu'il prouvait ses capacités et avait acquis de l'expérience, et souvent quand une place se libérait, qu'il pouvait devenir maître avec sa propre boutique. Mais ce n'était pas automatique. Le titre de maître supposait souvent de passer un examen ou de démontrer son savoir-faire devant une commission corporative. Les sources de l'époque parlent par exemple d'une épreuve où le futur maître devait prouver son habileté. Abattre un bœuf, en tirer correctement la peau et le débiter, découper un porc en morceaux précis ou préparer des volailles pour la vente. La réussite à ce genre d'examen ouvrait la voie à une carrière indépendante. Les corporations de bouchers veillaient aussi à limiter la concurrence et à garantir le gagne-pain de leurs membres. Le nombre de boucheries dans la ville était limité. Dans certaines villes tchèques, par exemple, il n'existait qu'un certain nombre de boucheries, c'est-à-dire de points de vente au marché, ou dans une rue réservée à la viande. Si la ville n'autorisait que 10 boucheries et qu'il y avait 15 bouchers, les surplus devaient vendre à titre provisoire, hors du marché officiel, ou attendre qu'un maître meure ou cesse son activité. Un tel boucher était alors appelé candidat à la boucherie et travaillait souvent comme locataire chez un autre maître, jusqu'à obtenir sa propre place. Le droit à la boucherie pouvait parfois se transmettre de père en fils, preuve que la boucherie était souvent une affaire de famille. Il n'était pas rare de voir toute la famille aider à la boucherie. L'épouse du maître servait les clients ou tenait la caisse, et les enfants s'imprégnaient du métier dès leur plus jeune âge, au sens propre et figuré. La corporation aidait aussi ses membres dans les moments difficiles. Lorsqu'un boucher tombait malade ou se blessait, ses collègues veillaient parfois à ce que sa famille ne manque de rien. En retour, on attendait de chaque membre le respect des règles, le paiement des cotisations à la caisse de la corporation et l'honnêteté professionnelle. Dans un instant, nous irons ensemble dans une rue médiévale animée, directement aux boucheries. Maintenant que nous savons comment on devenait maître boucher dans la corporation, nous pouvons jeter un œil sur la réalité quotidienne du boucher médiéval. Dans la section suivante, vous verrez comment se déroulait sa journée typique, de l'aube à l'abattoir jusqu'au nettoyage du soir des haches ensanglantées, et pourquoi on disait que les bouchers travaillaient de l'aube au crépuscule. Imaginons donc une journée type pour un boucher médiéval dans la ville. Avant même l'aube,
Alors que la majorité de la population dort, le boucher se lève. Il l'attend, la première tâche du jour, l'abattage du bétail, pour avoir de la viande fraîche sur le marché. On imposait souvent dans les villes médiévales que l'on ne pouvait abattre les gros animaux qu'à des endroits désignés, généralement en périphérie ou près d'une rivière, là où le sang et les déchets pouvaient être facilement évacués. Notre boucher se rend donc tôt le matin à l'abattoir, par exemple près de la porte de la ville ou sur la rive, où des enclos de bois et des bancs pour l'abattage ont été aménagés. Il y attend déjà une bête effrayée, achetée la veille à un paysan. Avant que le bétail n'entame son dernier voyage, le boucher devait s'en occuper. Cela signifiait souvent se rendre au marché paysan ou directement chez l'éleveur. Le maître en personne, ou son compagnon expérimenté, choisissait la bête saine, qu'il s'agisse d'un bœuf, d'une vache, d'un veau ou d'un cochon, et en payait la somme convenue aux paysans. Acheter un troupeau plus important nécessitait de gros moyens. Nous savons que parfois les échevins accordaient envoient même des prêts sans intérêt aux bouchers pour garantir suffisamment de viande sur le marché urbain. Restait ensuite le difficile transfert des bêtes vivantes vers la ville. Les bouchers utilisaient des outils traditionnels. Le bâton de boucher, solide bâton ou massue pour conduire le bétail, et un chien de berger bien dressé. Sur l'ordre « conduit », le chien excitait les vaches ou cochons en aboyant, et par de petits mordillements des pattes. Ainsi, le boucher menait parfois plusieurs cochons à la fois. Les gros animaux étaient souvent menés à la corde. Le trajet n'était pas facile. Les bêtes pouvaient prendre peur, s'enfuir, heurter quelqu'un. C'était déjà de l'adrénaline. Imaginons une journée d'été accablante, le bétail rechignant à avancer, les passants sautant sur le côté et le boucher, bâton et chien en main, tâchant de maintenir le troupeau groupé. Cela aussi faisait partie du métier de boucher. Mais il est tôt le matin, et notre boucher se tient à l'abattoir. Un gros bœuf est attaché à une corde, l'œil inquiet. Le boucher sait qu'il doit travailler vite et adroitement. L'animal pèse plusieurs centaines de kilos et pourrait facilement blesser un homme. Un aide tient la corde pendant que le maître saisit la lourde massue ou le couperet de boucher. Un coup habile assène un choc sur le front de la bête. Le bœuf s'affale lourdement sur le côté. Aussitôt, le long couteau acéré entre en jeu. D'une coupe décisive, le maître tranche la jugulaire pour la faire saigner rapidement. Un flot de sang chaud coule dans un récipient préparé ou juste sur le sol. Le sang ne sera pas gaspillé. Le tonneau attend, qu'on remplira et qui servira plus tard à faire des boudins ou comme ingrédient de soupe pour les pauvres. Dès que l'animal meurt, c'est une course contre la montre. La viande se gâte vite, dans la chaleur, et au Moyen-Âge il n'y a ni réfrigérateur ni congélateur. Le boucher doit donc rapidement éviscérer. Il coupe prudemment le ventre et extrait habilement les intestins, l'estomac, le foie, les poumons et d'autres organes. Les abats dans Quotobop sont soigneusement triés. Certains seront vendus. Foie ou cœur sont des délicatesses prisées. Certains après lavage serviront à la confection de boudins ou autres mets. Les boyaux servent de boyaux naturels pour saucisses et andouillettes. Et les restes doivent être éliminés. Ils finissent souvent dans des tonneaux, que des garçons emmènent le jour même hors de la ville pour les jeter. À l'époque médiévale, on continuait malheureusement à simplement jeter les déchets animaux dans la rivière ou sur la décharge hors des murs, mais nous y reviendrons. Le boucher continue. Il enlève la lourde peau de la bête abattue. Il détache la peau du muscle au couteau, aidé par la traction. C'est un travail pénible. La peau glisse et le corps refroidi et lourd. Il parvient à la retirer en un morceau. Il la met de côté. Il faudra l'énerver, enlever le reste du gras et de la viande, puis la donner au tanneur pour traitement ultérieur. Ensuite, la hache et la scie entrent en jeu. Les gros animaux doivent être découpés, démembrés en plus petites pièces. Le boucher a préparé un billot de bois sur lequel il découpe la viande. Les coups de hache résonnent dans le matin. Les aides suspendent les quartiers de viande sur des crochets, soit sur place à l'abattoir où on les chargera plus tard dans une charrette, soit déjà dans la boutique si elle est à proximité. Ces quartiers dégoulinants de sang sont lourds et il faut 2 costauds pour les déplacer.
Une fois la découpe terminée, le boucher examine rapidement les autres bêtes à traiter dans la journée. Peut-être a-t-il aussi quelques cochons ou moutons sur sa liste. Il les abattra de la même façon, même si le cochon était habituellement saigné au couteau droit au cou ou au cœur, comme lors des abattages paysans actuels. Chaque bête nécessite une méthode distincte. Le veau, plus petit et maniable, nécessite de la délicatesse pour garder la viande propre et intacte. Le cochon a une peau dure qui doit être échaudée à l'eau chaude puis grattée. Le boucher connaît ces trucs, apprises de ses anciens. La matinée avance. Il est temps d'aller vendre à la boucherie. Le marché s'anime. Les ménagères viennent. Les vendeurs crient de tous côtés. La boutique du boucher est située dans une ruelle ou une halle dédiée, appelée boucherie. Dans les villes médiévales, il existait en effet un espace réservé où les bouchers avaient leur étal ensemble. Au début, ce n'étaient que des cabanes en bois. Mais petit à petit furent construites des boucheries en pierre, souvent partiellement enterrées, afin de maintenir la fraîcheur et de mieux conserver la viande. Notre maître arrive à sa boutique, un étal en bois avec 2 comptoirs latéraux, déjà avec sa charrette chargée de viande fraîche. Les assistants déchargent à la hâte. Ils accrochent les gros morceaux sous l'auvent en bois. Les plus petits sont entassés sur le comptoir. Le spectacle n'est pas pour les cœurs sensibles. Tout autour pendent des moitiés de bêtes ensanglantées, des bottes de saucisses, des cochons fendus en deux avec la colonne vertébrale saillante. Sur le banc s'entasse un tas de foie et de cœurs roses, et à côté un plat plein de sang foncé pour les boudins. Des gouttes de sang tombent au sol, et sous le comptoir, des bacs sont prêts à récupérer l'égouttement. La vente débute. Le boucher, manches retroussées jusqu'au coude pour ne pas salir plus que nécessité son vêtement, accueille son premier client en souriant. Vient la cuisinière d'un riche bourgeois, une cliente fidèle, pour qui le maître a réservé le plus beau morceau de rôti de bœuf. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous, glisse-t-il, en sortant discrètement un morceau caché à l'arrière. La cuisinière paye, tout sourire, et rapporte la viande pour le déjeuner du maître de maison. Derrière elle s'aligne la file. Les bourgeois viennent acheter un rôti, les artisans un morceau de lard. Les prix de la viande ne sont pas bas. Le bon bœuf ou le mouton est réservé aux familles aisées. Les plus pauvres se contentent de porc ou de volaille, ou seulement d'abats, nettement moins chers. Nul ne quitte la boucherie les mains vides. Même sans grand budget, on peut acheter quelques côtes pour la soupe, un morceau de gras à faire fondre, ou des simples abats pour cuisiner un plat copieux. Le boucher fabrique aussi lui-même, souvent de la charcuterie, une bonne façon de valoriser les restes. Il propose donc boudins, gorgés de sang et de céréales, saucisses et doses à morceaux de viande, saucissons épicés à l'ail. Ces produits se conservent plus longtemps et sont appréciés aussi par les moins fortunés. À midi, le marché ferme peu à peu. La viande invendue ne peut pas être stockée longtemps. Au Moyen Âge, la viande fraîche devait être consommée de préférence le jour même, sinon elle risquait de s'abîmer. Que faire alors des surplus? Certains morceaux sont mis au sel, le salage étant le principal moyen de conservation à l'époque. La viande salée pourra être revendue les jours suivants, ou fumée par la suite. Une autre option est de cuire ou rôtir la viande, et de la vendre le lendemain comme plat prêt. Les bouchers collaboraient parfois avec les aubergistes ou cuisiniers, qui leur achetèrent de la viande pour leur repas. Les pires morceaux, invendables, comme les rognures et cartilages, finissent là comme nourriture pour chiens ou vont à la décharge. L'après-midi, le boucher se consacre à d'autres tâches. Il nettoie sa boutique. Le sol recouvert de paille, gorgé de sang, doit être balayé et remplacé. Les outils, couteaux, haches, scies, doivent être lavés de la saleté et affûtés pour le lendemain. Il faut aussi gérer la comptabilité, compter les recettes, payer les taxes ou droits à la ville. Les villes imposaient parfois des redevances pour l'emplacement au marché ou pour chaque bête abattue. N'oublions pas que le boucher est responsable de l'élimination des déchets. S'il laissait traîner des restes pourrissants autour de la boutique, il risquait rapidement une amende ou la colère des voisins. Dès le bas Moyen-Âge, les autorités réglèrent la question de l'hygiène urbaine, et les bouchers étaient souvent pointés du doigt
à cause du désordre généré par leur métier. Dans certaines villes, les bouchers devaient payer des travailleurs pour ramasser les déchets hors de la ville. De Loon, par exemple, existe un document de l'an 1609, dernier écho des règlements médiévaux, ordonnant aux doyens des bouchers de veiller à ce que les déchets ne finissent pas dans la rue devant la boucherie, mais soient correctement évacués. En début de soirée, après une journée de travail, le boucher est fatigué. Il a abattu plusieurs bêtes, commercé au marché, nettoyé et préparé la journée suivante. Alors que le reste de la famille commence à préparer le dîner, le maître discute encore avec son apprenti des tâches du lendemain. Par exemple, une commande spéciale pour le mariage d'un riche marchand, exigeant d'abattre un nombre exceptionnel de bêtes. Le boucher s'étire sans doute le dos et essuie le sang de ses mains. Les petites fissures de la peau le brûleront encore longtemps. C'était le quotidien des bouchers. Travail du matin au soir, peu importe le temps ou le confort. Même si cela peut nous sembler incroyable aujourd'hui, beaucoup s'étaient habitués à ce rythme et le considéraient comme normal. La vie leur avait appris que s'ils voulaient nourrir leur famille et garder leur clientèle, il ne fallait pas faiblir. Cela peut encore sembler n'être qu'une simple description du métier, mais nous allons aborder bientôt l'aspect le plus rude. La routine quotidienne était une chose, mais les conditions de travail et les dangers rencontrés donnaient au mot « dur » un sens tout particulier. Dans le prochain chapitre, nous étudierons de plus près la dureté sanglante du métier. Quels outils utilisait-il? Dans quel environnement travaillait-il? Et à quelles charges physiques et à quels risques était-il confronté? Le travail de boucher était extrêmement physique. L'abattage de gros animaux, à lui seul, exigeait force et adresse. Imaginez devoir maîtriser un taureau de plus d'1 tonne. Le boucher devait avoir les muscles solides et les nerfs d'acier. Il travaillait souvent dehors, à l'abattoir, par tous les temps, sous la chaleur estivale, assailli par les mouches, ou l'hiver, quand le sang gelait sur les mains. Les outils étaient robustes, mais primitifs. Les principaux étaient de grands couteaux, haches et couperets, de lourdes massues ou marteaux pour étourdir le bétail, et des scies pour découper les os. Il y avait aussi des crochets et poulies pour suspendre les pièces lourdes, et des billots de bois massifs pour la découpe. Tout cela était dangereux. Les lames acérées pouvaient infliger de graves blessures. Les lourdes haches pouvaient tomber au mauvais endroit. Le boucher et ses compagnons devaient y rester concentrés. Une seconde d'inattention et un doigt coupé ou une profonde entaille étaient vite arrivés. Travailler la viande imposait aussi un contact inévitable avec le sang et les entrailles. Les bouchers étaient littéralement couverts de sang du matin au soir. Certes, ils portaient des tabliers en cuir ou en tissu, mais ils ne protégeaient pas tout. Mains et parfois visage étaient souvent éclaboussés. L'odeur du sang et de la viande s'imprégnait dans les vêtements et la peau. Pas étonnant qu'ils étaient alors réputés pour leur odeur caractéristique, peu agréable aux narines sensibles. Des sources médiévales rapportent que près des boucheries régnait une odeur intense qui gênait les habitants. Beaucoup de citadins se plaignaient de ne pas supporter la puanteur des déchets et du sang dans la rue. De nos jours, on parlerait d'hygiène quasi inexistante. Les bouchers rinçaient parfois la boutique à l'eau, lavaient les comptoirs et outils, mais ignorèrent la désinfection et la stérilité. Néanmoins, ils s'efforçaient de maintenir au moins un minimum de propreté. Ils débarrassaient régulièrement les pires saletés, utilisaient du charbon de bois ou des herbes pour absorber les odeurs et, comme déjà mentionné, étendèrent de la paille sur le sol pour absorber le sang et pouvoir la retirer ensuite. La question de l'eau était particulière. Ils en avaient grand besoin pour laver et nettoyer, mais de ce fait s'attiraient souvent les foudres des autres habitants. Pourquoi? Parce que l'eau, ensanglantée, et les détritus finissaient fréquemment dans les ruisseaux et rivières de la ville. Les bouchers avaient pour habitude de jeter les seaux de sang et d'eau sale dans le caniveau du coin, ou directement dans la rivière, ce qui causait une pollution terrible. Il est rapporté, par exemple, qu'au Moyen-Âge, la Tamise à Londres était tellement encombrée de détritus d'abattoirs qu'elle représentait un risque sanitaire. Le roi Édouard III dut intervenir en 1332. Les chroniques relatent sa plainte contre la puanteur infecte à York
pleine de fange et de cadavres, et son ordonnance pour nettoyer les rues avant la session du Parlement. D'autres villes, comme Pise en Italie ou Barcelone en Espagne, émirent des édits interdisant aux bouchers de jeter les ordures dans les rues et les eaux. Au XIVe siècle, surtout après la peste, l'accent fut mis sur l'hygiène publique. Les boucheries furent progressivement déplacées hors des centres, ou au moins plus près des rivières, où les déchets étaient plus facilement évacués, au détriment de l'eau, bien sûr. En Espagne, un métier spécial, les balayeurs, voyait même le jour pour ramasser déchets d'animaux et carcasses dans la ville afin d'éviter la propagation des maladies. Les villes commençaient donc lentement à gérer un problème que créaient inévitablement les métiers de la viande. Dans la boucherie, l'animation était grande et aussi les risques d'accident. Le boucher travaillait souvent dans la précipitation pour servir la clientèle, découper la viande sur place, et avait autour de lui ses aides, tous maniant des couteaux et des haches dans un espace exigu. Il suffisait de glisser sur un sol mouillé, un faux pas, et c'était l'accident. On disait que les bouchers n'avaient pas la main légère. Il arrivait que l'on se coupe le doigt, ou qu'une hache tombe sur le pied. Un tel accident était dangereux à cause du risque d'infection. Au Moyen Âge, une simple plaie pouvait entraîner la perte d'un doigt, ou pire, une septicémie. Les bouchers étaient continuellement exposés à ce genre de risque. À cela s'ajoutait la menace de maladies transmissibles du bétail. Nous savons aujourd'hui que le contact avec le sang peut transmettre des infections, comme le charbon bactéridien, alors inconnu, ou la tuberculose bovine. À l'époque, ils ignoraient l'existence des bactéries, mais ils remarquaient que certains souffraient de maladies étranges ou cicatrisaient mal. Ils imputaient cela à l'air vicié et à la saleté, ce qui n'était pas entièrement faux. Un milieu gorgé de sang et de pourriture tue la santé. Aux conditions dures s'ajoutait une certaine dose de cruauté et de résistance auxquelles les bouchers devaient se conformer. Non seulement ils tuaient chaque jour des animaux, mais participaient parfois à des spectacles sanglants, typiques de l'époque. Dans certaines régions d'Europe, il était coutume, même fixé par ordonnance, de bien exciter le bœuf destiné à l'abattoir avec des chiens avant de le tuer. En Angleterre existait le bull baiting, c'est-à-dire la chasse au taureau. Le bœuf enragé était lâché dans les rues par des chiens et des hommes, et ce n'est qu'épuisé, qu'il était abattu par le boucher hors les murs. Pourquoi ? Les gens croyaient que la viande d'un animal ainsi torturé serait plus tendre et savoureuse. Aujourd'hui, cela nous paraît d'une rare cruauté, mais au Moyen Âge, c'était un divertissement apprécié, et les bouchers y tenaient un rôle clé. Corridas, abattage public, chasses au taureau montraient que le boucher devait avoir le cœur bien accroché, et souvent, du courage. Essayez donc de faire face à un taureau furieux, armé d'un simple couteau. N'oublions pas la pression sociale et la surveillance. Les bouchers étaient respectés, mais si l'un d'eux transgressait les règles, les sanctions étaient exemplaires. Par exemple, si un boucher tentait de tromper la clientèle en vendant de la viande avariée, en été, en masquant l'odeur avec des épices, ou en mélangeant de la vieille viande à de la fraîche, il risquait non seulement sa réputation, mais aussi des sanctions sévères. Les archives urbaines évoquent des cas où le délinquant encourait une lourde amende, la confiscation de tout son étal, voire le pilori. Le boucher attaché en place publique, un morceau de viande avariée autour du cou pour l'exemple. Un tel affront, aucun membre de la corporation n'en voulait. Aussi veillait-il à ne vendre que la viande d'animaux sains et fraîchement abattus. Dans la plupart des villes, les règlements étaient vraiment stricts. À Paris ou Londres, les agents municipaux faisaient des contrôles et les punitions pour mauvaise viande tombaient. En général, la corporation contrôlait elle-même la réputation du métier. Un membre malhonnête pouvait être exclu, ce qui signifiait une ruine professionnelle. On voit donc que les bouchers devaient affronter toute une série de difficultés. Travail physique éprouvant, risques sanitaires, pression sociale, voire danger immédiat lors de la manipulation d'animaux sauvages. Pas étonnant qu'on parlait avec respect du savoir-faire boucher. Il fallait force, habileté, bravoure
et la capacité à supporter le dégoût. Et malgré tout cela, jour après jour, les bouchers médiévaux se levaient, mettaient leur tablier et s'adonnaient à leur indispensable mission. L'histoire du boucher médiéval est rude, mais très instructive. Elle montre comment la société a su s'adapter et résoudre la question de l'approvisionnement alimentaire dans des conditions que nous jugerions aujourd'hui insalubres et brutes. On y voit aussi l'origine de règlements sans lesquels la vie urbaine aurait été impossible, les premières mesures d'hygiène, les normes de corporation et même les prémices d'un contrôle vétérinaire. Les bouchers savaient qu'il valait mieux écarter une bête malade, même s'ils ne pouvaient l'expliquer. Les bouchers d'aujourd'hui sont les héritiers de cette longue tradition. Bien sûr, la technologie et les standards sanitaires modernes ont changé presque tout. Les animaux sont tués dans des abattoirs spécialisés hors de vue du public. On utilise des pistolets d'étourdissement plutôt que des massues. Le sang s'écoule dans des conduits inoxydables et la viande est réfrigérée électriquement. Rares sont les clients à voir encore une bête fraîchement abattue dans la rue. Pourtant, certains éléments persistent. Le métier reste exigeant physiquement, il faut du savoir-faire pour bien découper et valoriser toute la viande. Toujours, seul un maître boucher saura distinguer réellement une belle pièce d'une médiocre. Toujours, boucher. Et aujourd'hui, bouchère, car la profession n'est plus masculine uniquement. Bâtissent leur clientèle sur leur honnêteté et leur réputation, comme au Moyen-Âge, qui trompe sur la qualité ou le poids, sera éliminé par le marché, même si aujourd'hui ce n'est plus par le pilori en place publique, mais par les mauvaises critiques ou la désertion des clients. Quand aujourd'hui nous entrons dans la boucherie propre et odorante, où les produits sont joliment présentés en vitrines réfrigérées, nous ne réalisons peut-être pas le chemin parcouru par ce métier. Le contraste avec les boucheries médiévales bondées et puantes est énorme. Et pourtant, c'est là, dans le passé, que sont nés les principes de base, respect du métier, recherche de valoriser tout l'animal abattu, et aussi une certaine dose d'empathie et de responsabilité, car tuer un animal pour s'en nourrir n'a jamais été et n'est jamais un sujet moralement anodin. Les bouchers médiévaux le vivaient comme une routine, une part de la vie. Mais leur histoire peut nous amener à réfléchir. Comment tiendrions-nous face à de telles conditions ? Saurions-nous apprécier la viande si nous avions vu tout le travail sanglant derrière ? L'histoire du métier de boucher nous rappelle que derrière chaque steak, côtelette ou saucisse, il y a du travail acharné et autrefois une lutte quotidienne contre l'implacable nature et les éléments. Heureusement, plus besoin aujourd'hui de pousser le bétail à l'aube à travers la porte de la ville ou de verser des seaux de sang dans la rivière. Nombre de pratiques médiévales ne survivent que dans les archives. Mais le talent de ces anciens maîtres, leur ingéniosité, notamment dans la charcuterie, et leur endurance peuvent comme nous inspirer à respecter la nourriture et ceux qui la préparent. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout dans la vie du boucher médiéval. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'y mettre un like et de la partager avec vos amis. Je serai ravi aussi de lire vos commentaires et suggestions pour d'autres thèmes. Merci de votre attention et à très bientôt.